organisateurs d'avoir mis en place cette session-là qui permet de voir le travail des différents collègues. J'ai vraiment apprécié ce matin les présentations. La présentation d'aujourd'hui, dans le fond, on va essayer de faire état des brefs travaux qu'on a faits sur l'application d'intelligence artificielle. Je ne suis pas un fan de ce mot-là, mais disons qu'on m'a souvent dit les gens savent de quoi tu parles quand tu dis intelligence artificielle au lieu de réseau de neurones convolutifs. Donc, je me suis plié à leur nomenclature. Et donc, aujourd'hui, je vais passer à travers 3 applications, notamment pour la cartographie des attributs du couvert forestier, la modélisation de la croissance et un bref aperçu de la cartographie des sols, puisque je n'avais pas le temps de m'étaler non plus. Donc, la présentation se veut exhaustive, donc je vous invite à poser des questions si vous voulez des détails plus techniques. Là, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, le secteur forestier québécois, dans le fond, va générer environ 58 000 emplois et 2 du PIB québécois, là, ce qui représente à peu près 6 000 millions de dollars. Donc, pour soutenir ce développement économique-là, tout en maintenant l'intégrité des écosystèmes forestiers, le gouvernement du Québec s'est doté d'une stratégie d'aménagement durable des forêts. Or, la mise en place d'une telle stratégie et son application requiert une connaissance qui est approfondie du territoire et nécessite également un système de suivi qui soit adapté à la superficie du territoire à couvrir, soit 761 000 km² quand même, ce qui est équivalent à environ 1500 fois l'île de Montréal. Donc, pour ce faire, le ministère utilise un ensemble d'outils et de technologies qui lui permettent de caractériser l'état de la forêt et le statut sous différents regards. Il va notamment utiliser les inventaires échodendrométriques pour faire répertorier le nombre de tiges et différents attributs à l'échelle de la tige. Il va utiliser les photographies aériennes pour faire la cartographie écoforestière, les relevés LIDAR pour essayer d'estimer les volumes et les hauteurs de bois sur pied. Et tous ces outils-là vont constituer des outils de choix pour caractériser vraiment la composition spécifique, la densité, la hauteur et les contraintes à l'aménagement forestier, de même que les volumes de bois disponibles. Il va également utiliser divers outils de modélisation pour s'assurer que le calcul des possibilités forestières respecte la capacité des écosystèmes à générer, donc d'assurer un approvisionnement soutenu pour les usines dans le temps. Donc, la plupart des informations du ministère sont distribuées là, par le biais de la carte écoforestière. La carte écoforestière, c'est quoi? Dans le fond, c'est un ensemble, c'est une représentation vectorielle de la forêt. Donc, c'est des polygones qui permettent de décrire les attributs du couvert forestier, notamment les essences, la hauteur, l'âge, la densité, et je vous épargne le reste, et qui donnent un portrait spatialement explicite sur l'état des peuplements écoforestiers. Néanmoins, le processus de création de la carte est relativement long et requiert de multiples ressources, là, parce que l'ensemble de ce travail-là est fait par le biais de photo-interprètes. Donc, les développements récents dans le domaine de la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle représentent là, une avenue naturelle qui permet d'entrevoir une révolution dans le domaine de la cartographie des écosystèmes forestiers. Ces développements nous permettront de mener une importante optimisation du processus qui mène à la création de la carte écoforestière, tout en permettant aussi d'augmenter la qualité des informations fournies, puisque la plupart des informations actuelles représentent une généralisation que le photo-interprète fait là, en termes de compromis d'unité minimale cartographique. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle nous permettra d'être plus spécifique, de réduire les coûts et le temps associé à la production de la carte, qui prend aux alentours de 10 ans, et permettra également d'améliorer la résolution spatiale et temporelle, puisqu'on pense être en mesure de réduire le temps de retour dans le fond, le temps de retour pour une nouvelle carte. Et tel que je l'ai mentionné déjà, de nouvelles informations ou attributs qui seraient plutôt spécifiques à la tige et non à l'échelle du polygone pourront être générés et permettra à répondre aussi à un problème important de pénurie de main-d'œuvre spécialisée là, que sont les photo-interprètes. Comme les photo-interprètes sont à la base de la production, bien, leur faible nombre limite la capacité de production du gouvernement et il fait appel à beaucoup de firmes privées et ça requiert une expertise particulière. Et comme le nombre de photo-interprètes d'expérience est relativement limité, bien, ça réduit la capacité à faire la carte écoforestière rapidement. Donc, les algorithmes utilisés dans l'apprentissage profond et autres, oui, permettraient de rendre le produit plus rapide, d'arriver avec des avenues plus coûteuses, mais ils permettent de profiter de l'information fréquentielle qui est issue du domaine spatial dans les images, spectrales à l'intérieur des bandes d'une même image, ou même de tirer profit de l'information qui est contenue dans des séries temporelles climatiques. Donc, ces informations peuvent donc être utilisées dans le cadre de l'image pour délimiter des objets, identifier la source d'un signal,
ou prendre en compte l'effet d'une variable climatique là, sur l'accroissement radial d'une essence forestière ou d'une tige. Donc, ça nous amène à un nouveau paradigme aussi, de passer d'un portrait vectoriel à un portrait matriciel, donc qui nous permet de détailler, dans le fond, les peuplements à l'intérieur. Par exemple, ici, on voit une représentation de la répartition des espèces à l'intérieur des polygones écoforestiers. Et donc, ce nouveau format nous permettrait, en tout cas, ça c'est mon commentaire personnel, mais probablement d'optimiser les calculs derrière, puisqu'on sait très bien que le calcul de matrice est beaucoup plus facile à faire que de gérer un ensemble de polygones écoforestiers avec des topologies complexes. Et de passer d'un portrait décennal, donc à un portrait annuel, biannuel, par le biais, par exemple, de l'imagerie satellitaire à haute et moyenne résolution. Une autre perspective qu'on peut avoir aussi, c'est que les méthodes liées à l'apprentissage, à l'intelligence artificielle, nous permettraient également d'entrevoir une exploitation des bases de données historiques, qui nous permettrait, par exemple, de reconstituer à l'aide d'orthophotographie historique le passé de la forêt et de mieux comprendre l'effet des perturbations passées sur le devenir d'aujourd'hui. De même que les analyses du climat, là, comme ERA5, nous permettent de retourner assez loin dans le temps, bien, ça veut dire qu'on pourrait utiliser ces variables-là afin de simuler l'accroissement radial. Et plus on connaît notre passé, généralement, mieux on est en mesure de prédire notre futur. Donc, l'intelligence artificielle nous permet aussi de retourner en arrière, puisqu'il y a moyen de contrer les différences de résolution et les autres problèmes. Donc, aujourd'hui, je vous présente, dans le fond, les résultats de nos travaux de notre équipe qui visent, dans le fond, la modélisation essentiellement des attributs du couvert forestier, du milieu physique et de la productivité des écosystèmes. Donc, je vais tout d'abord débuter par un projet sur la mortalité du couvert et je vais ensuite passer brièvement sur un projet pour la cartographie des essences forestières à partir de photographies aériennes. Dans des récents travaux, nous avons utilisé les mêmes modèles pour modéliser aussi l'effet de la dynamique intra-annuelle du climat sur l'accroissement radial des arbres. Et enfin, nous avons également utilisé là, des algorithmes d'apprentissage automatisés pour générer une première cartographie des propriétés du sol pour l'ensemble de la province de Québec. Donc, j'aimerais aussi amener peut-être un volet, là, il est important de comprendre que, oui, nous, on veut générer des algorithmes pour générer de la donnée, mais nous, en tant que chercheurs, on est quand même aussi intéressés à générer des données de qualité et utiliser ces nouvelles données-là, cette nouvelle résolution spatiale-là et temporelle, dans le but de mieux comprendre les facteurs qui affectent la productivité et la résilience des écosystèmes forestiers. Et ça, avec cette information-là, à un niveau de détail inégalé, bien, on croit être en mesure de le faire. Donc, on est aussi des producteurs utilisateurs de l'information qui en ressort. Donc, le premier exemple, qui est la mortalité, c'est un excellent exemple d'application pour l'intelligence artificielle. C'est un phénomène, la mortalité, c'est un phénomène qui est diffus et aléatoire et qui peut difficilement être capté par les inventaires traditionnels. Je vous présente ici une photographie aérienne infrarouge qui nous permet de représenter en rouge la végétation et en bleu, lorsque vous voyez certaines tiges en bleu dans le peuplement, c'est que ce sont des tiges mortes. J'ai pris deux exemples virtuels. Par exemple, si on venait faire l'inventaire d'une placette d'inventaire ici et ici, bien, on dirait qu'il y a zéro mortalité, alors que dans les faits, on remarque un 3, 4, 5, peut-être % de mortalité. Donc, comme c'est un phénomène difficile, diffus et difficile à capter, l'application d'intelligence artificielle sur des orthophotographies apparaît comme un moyen naturel de venir bien représenter la mortalité et de la quantifier d'une meilleure manière qu'avec les inventaires traditionnels. Donc, l'objectif de notre premier projet dans nos travaux, on voulait évaluer en premier le potentiel des CNN juste pour utiliser l'information dans les orthophotographies pour cartographier l'état du couvert forestier, soit mort ou vivant, et le type de couvert forestier, soit feuillu et résineux. Cette approche là, nous présentait quand même un énorme défi, étant donné que les photographies aériennes sont acquises en mode relatif, sous différentes conditions d'illumination. C'est-à-dire que je pense que c'est de 8 heures le matin à 5-6 heures le soir. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a des très grands différentiels d'illumination. Et ces difficultés-là sont combinées en plus à d'importantes déformations liées à la topographie et à la lentille utilisée par le capteur. Donc, pour faire ce travail-là, puis c'est un travail c'est une approche qu'on conserve également pour la cartographie des essences et de d'autres attributs, c'est qu'on a développé une approche par photointerprétation qui nous permet de caractériser l'état du couvert forestier. Donc, cette approche-là
c'est une norme d'inventaire qui prévoit, dans le fond, de répertorier l'ensemble des tiges qui sont présentes à l'intérieur d'un polygone de 1 hectare, soit 100 mètres par 100 mètres. Pour chaque tige que nous répertorions, dans le fond, on va déterminer son appartenance, soit feuillu résineux, et son statut vivant ou mort. De même que le niveau de défoliation associé et la position géographique. Suite à l'inventaire, et c'est un seuil qui est utilisé là, par les forestiers en général, on a déterminé qu'un couvert mort et non un arbre mort, c'était une cime défoliée à 50 et plus. Donc ça nous a permis d'augmenter un peu le nombre d'éléments morts parce qu'il était relativement rare dans la base de données et de pouvoir procéder à l'entraînement d'un algorithme. Donc cette norme-là a été appliquée sur 300 hectares, donc 300 polygones, par un photo-interprète expert. Donc, suite à ce travail-là, on a utilisé les coordonnées géographiques pour extraire des imagettes qui permettent de caractériser l'occurrence de chaque tige. Donc, dans le fond, ces imagettes-là, on les a utilisées pour caractériser 4 classes en premier lieu: résineux sain, feuillu sain, résineux mort et feuillu mort. Et une fois qu'on a vu qu'on avait un potentiel avec l'approche, on a étendu nos classes pour intégrer des classes comme l'eau, les milieux humides, les routes, les coupes et les bâtiments pour rendre le produit un peu plus utilisable et un peu plus crédible au niveau des utilisateurs. Donc, chaque imagette va nous permettre de représenter une forme qui est typique, qui est une couleur, dans le fond, d'un résineux. C'est un élément conique qui est vert, versus le feuillu qui va être un élément plutôt circulaire, on va dire, vert. Et le parallèle mort qui est plutôt rouge ou blanc avec une espèce de profil branchial, dois-je dire. Et donc, ces imagettes-là ont été soumises à un réseau de neurones convolutifs là, qui se décline comme une version type de VGG. Et dans le fond, on a entraîné l'algorithme avec ça. Donc ici, on voit le schéma opérationnel là, de l'approche, relativement simple. On génère nos orthophotos. Une fois que les orthophotos sont générées, on vient faire la photo-interprétation afin de maximiser le calage entre les points et les tiges. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il peut y avoir beaucoup de tiges. Donc, le positionnement de la tige est relativement important. Ensuite, on extrait les imagettes. Et là, on possède en anglais ce qu'on appelle le pruning, mais qu'en français, j'ai traduit échantillonnage, mais on fait un échantillonnage qui est intelligent, en tout cas, qu'on croit ou qu'on essaye d'être intelligent. C'est un échantillonnage, dans le fond, qui vise à s'assurer de l'indépendance entre les données. Donc, on va appliquer un seuil de distance minimale entre une donnée qui peut être prise dans le jeu de données de calibration, dans le jeu de validation et dans le jeu de données de test. Et ce seuil-là, on s'assure, dans le fond, que les fenêtres qui sont présents dans le jeu de données de calibration, bien, ils ne chevauchent pas une fenêtre d'un jeu de données test parce que comme ça serait trop facile pour l'algorithme d'avoir des bons scores et de bien prédire. Donc, au total, comme les réseaux de neurones convolutifs ont un certain niveau d'incertitude qui est lié à l'initialisation des poids, donc un espèce d'aspect aléatoire, on a généré 10 modèles dans le but de faire notre inférence finale. Et pour l'inférence finale, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a retenu la valeur modale pour cartographier le couvert forestier mort et les autres classes dont je vous ai mentionné. Et on a utilisé le nombre de prédictions qui correspondait à la valeur modale pour estimer l'incertitude associée. Donc, on a deux cartes, une carte de prédiction et une carte d'incertitude. Donc, je ne m'attendrai pas trop aux résultats, mais ce graphique-là nous permet de présenter là, la précision en fonction des différents éléments. Donc, en orange, vous retrouvez, dans le fond, si on est en mesure de bien détecter la mortalité, mort ou vivant. En vert, ça va être le type fonctionnel, donc feuillu ou résineux. Et en bleu, c'est lorsqu'on combine les deux classes, qu'est-ce que ça nous donne. Donc, premier constat, c'est quand même relativement facile de détecter un couvert mort d'un couvert vivant. Ça, c'est un bon résultat parce que c'était pour ça qu'on le faisait. Il semble un peu plus difficile de caractériser le type fonctionnel et puis en combinant les deux, on obtient un niveau de difficulté qui augmente. Je vous avais parlé tantôt qu'on a testé la taille des fenêtres. Donc, on a testé différentes tailles de fenêtres là, allant de 17 jusqu'à 61. Et je vous présente ici le 41 et 21. Et donc, dans le fond, avec une taille de fenêtre de 41, on arrive à bien caractériser le contexte. Et évidemment, l'ajout de la bande RGBI ne nuit pas, elle va toujours aider. Donc, le modèle préfère avoir toute l'information de l'ensemble des bandes que d'en avoir seulement 3 uniquement. Donc, à terme, ça nous permet de générer une cartographie de l'état et du statut du couvert forestier pour les peuplements de 7 mètres et plus, quelque chose qui peut être utilisé là, dans le cadre des modèles ou, comme je vous le mentionnais précédemment, pour nos besoins de recherche. Donc, cette cartographie-là a été réalisée à 1 mètre de résolution. Et je reviendrai plus tard sur la superficie qu'on a couverte.
Et cette diapo-là vise, entre autres, à présenter un exemple des orthophotos, ainsi que deux classifications différentes obtenues, par exemple, avec deux initiations différentes, et de même que le niveau d'accord entre les classifications. Donc, premier constat, le modèle, d'une fois à l'autre, peut nous dire que c'est un résineux mort ou un feuillu mort. Et c'est bien quand même, cette incertitude-là des modèles finit par se traduire à l'intérieur du niveau d'accord. Donc, on voit qu'on a entre 50 et 70 au niveau de ce petit élément-là. Et on peut constater également que les zones d'ombre, comme ici, c'est des zones qui amènent beaucoup d'incertitudes dans le modèle, ce qui peut être attendu, compte tenu que c'est relativement difficile à classifier de l'ombre, surtout qu'on voit généralement un peu de tige. Donc, à la fin, on a appliqué le modèle là, sur une zone de 5700 km². Et là, on est actuellement en train d'intégrer l'ensemble de cette cartographie-là qu'on généralise à un pas de 40 mètres par 40 mètres. Dans le fond, on va faire l'agrégation des différents types de couverts morts et on va mettre ça en relation avec des variables climatiques, topographiques et autres, et de gestion forestière, afin de comprendre qu'est-ce qui peut augmenter la probabilité d'occurrence dans le couvert forestier. Donc, je trouve que c'est une application qui est quand même sensée et utile et qui nous permet quand même d'aller un peu plus loin là, en termes de recherche par rapport aux données actuellement disponibles. Nous avons depuis adapté l'approche pour cartographier la répartition spatiale aussi des essences dans le couvert forestier. Donc, ici, je vous présente là, les résultats d'un premier test qui a été fait dans une région, dans une zone d'étude de test en Abitibi. Les résultats préliminaires là, nous permettent d'anticiper des taux de succès entre 70 et 80 quand on utilise uniquement, dans le fond, les orthophotographies. On travaille actuellement à intégrer les données LIDAR et à générer là, le module qui nous permettra d'optimiser, dans le fond, l'ensemble des hyperparamètres. Donc, ça, c'est comme disons, une optimisation à la mitaine. Et puis là, on est en train de rouler, là, dans le fond, ces éléments-là. Donc, c'est un projet qui est réalisé en partenariat avec la Direction de l'inventaire forestier, là, qui nous fournit, dans le fond, les données de photo-interprétation, selon la norme qu'on leur a fournie. Un autre volet qui nous intéresse, c'est qu'on essaie de développer aussi une approche, un autre modèle qui nous permettrait de cartographier la densité des tiges à l'intérieur du couvert forestier. Parce que là, une fois qu'on a les essences, une fois qu'on a la densité, qu'on a la hauteur, on commence à être en bonne position d'évaluer des volumes de bois. Et puis, en faisant un suivi continu dans le temps, ça nous permet de traduire soit l'effet des changements climatiques ou de bien caractériser la forêt. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment actuellement dans la carte écoforestière. On a classe de densité A, B, C, D. Et comme vous pouvez le voir, là, si on traçait un polygone, c'est relativement variable à l'intérieur de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé avec un stagiaire cet hiver puis qu'on va poursuivre là, au courant de l'été. Puis, il y a plusieurs problèmes liés à cette approche. Donc, en général, on mène différents travaux, mais dans l'ensemble de ces travaux-là, il y a quelque chose des éléments qui sont au point en commun, qui sont des questions, je pense qu'il faut tous qu'on ait lorsqu'on travaille avec ce genre d'algorithme-là, c'est quelles sont les méthodes d'échantillonnage? Comment assurer l'indépendance entre les jeux de données qui sont utilisés pour la calibration, la validation puis les tests. Comment on peut générer des données, je pense qu'on a vu des beaux exemples ce matin, comment on peut générer des données d'entraînement rapidement. Donc, on pourrait utiliser une approche qui est plus de segmenter le polygone écoforestier, par exemple, par des groupes d'essence par rapport à une approche de points. Ça serait beaucoup plus rapide, mais ça amène d'autres problèmes au niveau de la détection. Autre élément, quel est le niveau minimal de détection, l'unité minimale cartographique? Là? Quel est le seuil de détection qu'on peut penser avoir? Parce qu'on a parfois des tiges dans l'ombre, on a des tiges que même le photointerprète n'est pas totalement sûr de qu'est-ce qu'il prédit. Et comment on arrive à définir cette unité minimale qui peut être détectée par notre algorithme? Donc ça, c'est un élément qu'on croit important d'aborder. Et également, le passage de notre classification des orthophotos au passage satellitaire, parce que les orthophotos sont prises aux 10 ans, et donc on ne règle pas le problème de la récurrence de la mise à jour de la carte. Donc, pour ce faire, ça passe inévitablement par un passage à l'imagerie satellitaire. Et l'imagerie satellitaire comme WorldView et autres, c'est comme impossible, les coûts sont prohibitifs. Donc, on veut utiliser notre classification à très haute résolution, dans le but de venir nourrir un modèle qui intégrerait, par exemple, des données Sentinelle qui sont gratuites et qui permettraient d'arriver avec une approche opérationnelle. Et enfin, nous avons commencé à implémenter d'autres architectures comme ResNet, Exception, puis on essaie de travailler sur la mise en place d'une architecture qui pourrait faire une forme de stéroscopie, donc utiliserait l'information provenant de deux images, donc deux branches séparées qui se joigneraient à la fin dans un réseau de neurones pleinement connecté.
Et dans le but de voir si on ajoute cette information-là de 2 images, un angle de vue différent, est-ce que ça permet à l'algorithme de mieux caractériser dans le fond, la classe d'attributs. Donc, je vais passer au deuxième volet, dans le fond, au volet de la modélisation de la croissance. Donc, quel est le potentiel de l'intelligence artificielle pour simuler la croissance? Donc, les modèles de croissance, comme j'ai mentionné précédemment, servent d'outils d'aide à la décision. Ils sont utilisés à la fois pour estimer les volumes de bois pouvant être générés par les différents écosystèmes, mais aussi par les aménagistes pour faire leur planification puis le choix des traitements qu'ils vont appliquer, un peu comme les agriculteurs. Donc, la plupart des modèles actuels qui sont utilisés utilisent des synthèses de variables climatiques moyennes sur 30 ans. Donc, le recours à cette synthèse-là de moyenne suppose tout d'abord qu'on a une stationnarité dans le climat et dans l'essence, donc que les essences ne viendront pas changer leur comportement en fonction du climat et que, de la même manière, le climat restera le même là, dans les 100 prochaines années. L'autre élément, c'est que quand on fait des moyennes, on assume que les extrêmes climatiques ont un effet marginal sur la productivité. Mais lorsqu'on parle d'un horizon de 100 ans de productivité, des extrêmes climatiques qui peuvent avoir un impact important, puis même venir nuire à des interventions comme le reboisement qui serait fait, on investit des sous là-dedans. Donc, de connaître le risque lié à un reboisement dans une région donnée, c'est quelque chose qui est pertinent. Puis pour ce faire, nous croyons qu'il faut intégrer les extrêmes climatiques. Un bon exemple, c'est cette figure que j'adore de Charon, qui nous permet, en fonction d'une variable climatique sur l'axe des Y et le temps, de vraiment voir qu'est-ce qui se passe, de caractériser la résilience des peuplements forestiers. Donc, dans le fond, on a un climat stationnaire en climat passé. Donc, ce climat stationnaire-là, il y a une moyenne qui tourne autour d'une certaine valeur. Et à quelques reprises, on va voir que le climat va aller en dehors de la zone, de confort de l'essence qui est caractérisée en jaune et en orange et va se rendre dans la zone critique. Donc, une fois de temps en temps, ce n'est pas trop grave, l'essence peut s'en remettre l'année suivante puis repartir sa croissance. Par contre, avec l'augmentation des températures, ces épisodes d'extrême climatique-là, ils vont survenir de plus en plus souvent. Puis à un moment donné, même qu'on pourrait potentiellement sortir du domaine de l'habitat des essences. Donc, si on plante des essences aujourd'hui ou qu'on fait de l'aménagement forestier, je pense que ça vaut la peine de se poser la question à savoir, est-ce qu'on devrait conserver ces essences-là ou est-ce qu'ils n'ont aucun avenir, dans le fond, dans le futur climat qui est annoncé. Donc, les réseaux de neurones convolutifs nous apparaissent comme une solution vraiment intéressante pour intégrer l'effet de la dynamique spatiale et temporelle du climat sur la croissance. Dans le fond, c'est qu'on a une série temporelle qui permet de traduire un signal fréquentiel, dans le fond, de la température, par exemple, des précipitations, du déficit de pression de vapeur ou de la radiation solaire. Et ces éléments-là, par exemple, là, je l'ai mis au pas de temps journalier, mais on peut avoir les données au pas de temps horaire, peuvent être analysés à l'aide d'un ensemble ou reprojetés avec un ensemble de fils convolutifs qui vont permettre de générer des variables qui sont susceptibles d'expliquer l'accroissement radial. Puis l'intérêt de tout ça, c'est qu'en général, dans la littérature, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que les chercheurs vont faire un choix sur le pas de temps spatial qui est adapté. On peut utiliser des données mensuelles. En général, on utilise des moyennes climatiques 30 ans, mais ceux qui vont se risquer, ils vont utiliser des indices qui sont calculés sur le mois. Est-ce qu'on calcule sur le mois, le jour ou l'heure? En utilisant les réseaux de neurones convolutifs, on vient comme prendre en compte naturellement cette périodicité-là. Et est-ce que la périodicité, par exemple, pour l'essence numéro 1 qui protège le sapin baumier, les événements qui affectent le sapin baumier, est-ce qu'ils sont les mêmes événements qui affectent l'érable, la sucre, par exemple? Je ne crois pas. Donc, en utilisant des faits convolutifs, on arrive à générer différentes projections du climat selon différentes périodicités et à terme, on vise à simuler l'accroissement radial et donc évaluer aussi également la potentielle vulnérabilité. Donc, pour tester cette approche-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un dispositif qu'on a à la forêt Montmorency, dans le fond, où on a récolté des carottes, dans le fond, à l'intérieur de sapin baumier. Donc, les carottes, c'est quoi? C'est qu'on a un photointerprète qui va passer sur la micro-carotte et qui va venir caractériser la largeur des centres de croissance à chaque année. Donc, on sait qu'on a récolté la carotte en 2019. Donc, à partir de là, on va redescendre dans le temps, puis on va pouvoir attribuer des années. On va faire des corrélations entre les carottes parce que des fois, il y a des cernes qui sont pas présents. Et là, on va s'assurer que les données sont bien temporellement référencées.
Et suite à ça, on va utiliser ces anneaux de croissance-là qu'on va mettre en lien avec les climats et dans le but de modéliser la production forestière. Donc, nos premiers tests sont quand même encourageants parce que, dans le fond, si je ne l'ai pas spécifié, mais dans le fond, les données, dans le fond, du climat sont les mêmes pour l'ensemble des tiges. Et, dans le fond, l'idée, c'est qu'on est, j'épargne les détails, mais je vais rentrer dans les détails juste pour ça, c'est qu'on normalise les données climatiques en fonction de la taille de l'individu, ce qui nous permet d'avoir une relation bilan d'énergie disponible par rapport à la biomasse à nourrir. Et donc, on a testé l'approche actuellement. Dans le fond, premièrement, est-ce qu'on est en mesure de le faire? Oui, quand on est en conditions stationnaires, ça va très bien. Malheureusement, on sait qu'il n'y aura pas des conditions stationnaires qui vont se maintenir. Donc, dans ce dispositif-là, on a extrait certaines années, par exemple les plus sèches, pour entraîner le modèle. Et puis, dans le fond, les extraits. Donc, on a laissé le modèle avec les années qui n'étaient pas les plus sèches. Et puis ensuite, on a appliqué le modèle sur des années les plus sèches. Et la relation tient quand même assez bien. Donc, ça donne une première démonstration. Ce n'est pas tous les contextes climatiques, comme le contexte très humide qui est très peu présent, dans le fond, dans les séries temporelles climatiques, a beaucoup plus de difficultés. Et je trouvais la présentation d'un collègue ce matin, je m'excuse, je me rappelle, je pense que c'est Étienne, dans le fond, avec l'approche ADOP, peut-être qu'on va explorer l'avenir, voir est-ce que ça ne pourrait pas nous permettre de modifier le domaine source. Et je termine en vous parlant de la cartographie des propriétés du sol. Dans le fond, on a généré une cartographie aux 250 mètres avec une approche automatisée. Et puis, cette cartographie-là, dans le fond, nous permet de traduire l'effet de la distribution spatiale de 6 propriétés de sol en fonction de 6 profondeurs. Et de même que l'incertitude associée, les données devraient être disponibles sous peu. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Et donc, pour en savoir plus, je l'invite à aller voir les publications et puis nous contacter au besoin. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, merci beaucoup, Jean-Daniel. Belle présentation. Ouais. Un peu trop long. C'est bien correct. On aurait le temps pour comme une ou deux petites questions. S'il demande des questions, oui, Yvan. Oui, écoute, as-tu idée quand la norme NIPF va être affectée par vos travaux? Ou si on opère encore sur la même norme, la dernière version? Écoute, nous, on est à la recherche, on n'est pas à l'inventaire, donc puis on est comme on est en background de l'inventaire. Fait que je ne pense pas que la norme va changer pour nous. Ce qui pourrait changer, c'est qu'on arrive avec notre approche puis qu'ils vont appliquer l'algorithme sur des photos. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Parce que c'est une vraie révolution. La carte que tu as montrée tout à l'heure, en termes d'inventaire, écoute, c'est vraiment superbe. L'autre question que j'avais, c'est, tu as travaillé en Abitibi. Est-ce que tu es allé dans d'autres zones bioclimatiques? Bien, c'est ça, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais en tout cas, là, on est en train d'intégrer la Mauricie. Mais je vous le dis, les photointerprètes, c'est une ressource très rare. Donc, oui. on travaille très fort juste pour avoir les petites données de points qu'on a. Donc, là, on est dans Sainte-Terre, on est en Abitibi, là, on s'en va en Mauricie. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'on allait avoir l'appui de la DIF pour... là, ils sont rendus en Mauricie. Après ça, je pense qu'ils s'en vont au Saguenay. Fait que cette année, on va avoir des données au Saguenay. Puis on va suivre, dans le fond, on va suivre le travail de la DIF. Donc, on va parcourir les régions petit pas à petit pas. Là. Donc, pour l'instant, on vient juste de recevoir les données de la Mauricie. Donc, on va pouvoir intégrer et valider comment que ça se fait. Comment que ça performe. Super boulot, vraiment. On essaie nous aussi d'en faire un peu. Vraiment super. Merci. Il y a Étienne, ta question rapide, puis après on passera à la présentation suivante. Oui, félicitations Jean-Daniel, j'ai vraiment apprécié ta présentation, c'était super intéressant de voir ce que vous faites. Moi, j'avais une question sur votre algorithme pour la mortalité, à peu près à la slide 19, si tu peux y retourner. J'ai vu que vous aviez entraîné un modèle de classification, donc je me demandais en inférence, comment est-ce que vous rouliez ça? C'est simplement une convolution qui se promène sur votre image? Puis si oui, est-ce que vous avez rencontré des défis avec cette approche-là? Est-ce que des fois, vous manquiez des arbres qui tombaient entre deux convolutions? Est-ce que vous avez eu un chevauchement? J'avais quelques petites questions comme ça, je me demandais. Bien, c'est une super question. Écoute, le premier défi, oui, c'est d'arriver à faire le calcul. Je pense que pour générer la zone qu'on t'a montrée, c'est sûr qu'on a juste un GPU, mais ça nous a pris 3 mois pour caractériser les 5700 km². Donc, nous, ce n'est pas une fenêtre, on ne saute pas. Bien, dans le fond, on saute au mètre. Fait que, dans le fond, la perte que tu parles, on l'aurait au mètre. Donc, c'est vraiment une sliding window qui passe partout dans la zone utile de la photo.
on optimise là, tout ce qu'on peut optimiser, en tout cas qu'on a réussi à penser qu'on va optimiser, on essaie de l'optimiser. Mais en gros, c'est vraiment une sliding window qui passe partout. Donc, en théorie, là, on ne saute pas beaucoup d'arbres. Écoute, l'algorithme n'est pas parfait. Fait que, oui, on en saute là, par défaut, par définition. Mais dans le fond, le gros défi qu'on a avec cette approche-là, dans le fond, c'est souvent revenu, là, quand on essaie de publier l'article, c'est souvent revenu, ouais, mais pourquoi vous ne faites pas de la segmentation? Pourquoi vous ne faites pas de la segmentation? Mais je trouve que l'exemple de notre collègue ce matin avec le LIDAR, c'est super important. Les gens utilisent les données LIDAR, ne sont même pas capables de délimiter les couronnes. Donc, tu sais, d'aller essayer de délimiter une tige à l'intérieur, qu'est-ce qui va délimiter le photointerprète? Donc, nous, on a fait un espèce de choix éditorial de dire, bien, si on veut caractériser à l'échelle de la tige, on caractérise du couvert forestier et non un arbre. Donc, c'est vraiment l'idée d'utiliser ça. Puis, ouais, ben, honnêtement, pour ce contexte-là, je trouvais que c'était vraiment pas une mauvaise idée. Ce que je me demandais, c'est vraiment si vous mettiez un chevauchement entre vos convolutions pour savoir si jamais il y a un arbre mort qui tombe exactement sur le coin de ton imagette, puis là, tu tasses d'une imagette qui tombe entre les deux et qui n'est pas détectée. Je me demandais si c'était quelque chose qui pouvait arriver. Non, mais c'est ça, mais on passe partout. Fait que, dans le fond, la sliding window, comme dans ce cas-là, est passée à tous les mètres. Fait que si mettons, l'arbre est plus petit que mètre, que mettons, il fait 25 cm, ben, on va le manquer. Là. Ah, OK, excellent. Ouais, mais je comprends. C'est super. Merci beaucoup pour ta réponse. Super. Merci Étienne, merci Jean-Daniel. Fait qu'on va passer au retour d'Yvan, qui va nous faire sa deuxième présentation de la journée pour nous parler de la vulnérabilité des réseaux électriques liés à la végétation. Fait qu'Yvan, c'est à toi. Merci. Je vais partager mon écran. Share screen. Tu devrais pouvoir parce que tu m'as piqué mon statut d'host. Ouais, c'est bon, c'est correct. Il a fallu que je flush notre conférencier d'avant. Ah, je me suis auto-flushé. Bon, excellent. Donc, OK, donc on va parler d'un projet sur lequel on travaille avec Hydro-Québec et quelques autres partenaires. Le projet est en cours. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment des résultats préliminaires. Le groupe de recherche avec qui on travaille chez Hydro-Québec, c'est Y, tout le monde le connaît. Puis nos efforts à nous visent spécifiquement la végétation. Alors, je fais ça comme ça. Donc, l'enjeu qu'on essaie de... Est-ce qu'il va partir? L'enjeu qu'on veut essayer de gérer, c'est ça ici. Où, au Québec, en fait, il y a 90% des pannes liées à la végétation qui sont causées par 8 espèces d'arbres. Au Québec, comme tel, la conséquence de générer des étincelles est assez minime. Sauf que lorsque tu te déplaces dans des climats beaucoup plus secs comme le Texas ou la Californie, ben, ça a un impact vraiment important. Là. PG&E, qui est le distributeur d'électricité en Californie, est sujet à une poursuite de plus qu'1 milliard de dollars suite aux incendies qu'on a vus à la télé l'automne dernier. Les coûts, en fait, nous, on est moins agressifs un peu qu'Hydro. Nous, on parle de gestion de la végétation. Hydro aimerait ça parler de maîtrise de la végétation. Ça leur coûte des dizaines de millions de dollars par année. Puis là, ce qui vient de se passer, il y a un fil qui vient de casser. Il y a des gens qui vont être sans courant pendant un bout de temps, mais le vrai coût n'est pas là. Ce qui coûte vraiment cher, en fait, c'est de déplacer des équipes de monteurs, les équipes de monteurs de ligne et les équipes d'abattage, qui coûtent vraiment très, très, très cher. Alors, un des objectifs dans le projet, c'est de localiser les fils conducteurs, de définir les zones d'exclusion autour de ces fils conducteurs-là, de déterminer la quantité, le type d'intrusion dans ces corridors-là qu'on va avoir déterminé, mais aussi de spécifier l'espèce qui est à l'intérieur, parce que toutes les espèces ne brisent pas de la même manière. Tout le monde a vu un bouleau plier doucement là, sous le poids de la neige humide. Ton sapin baumier va casser quelque part entre le tiers inférieur et le tiers supérieur de l'arbre. Donc, c'est vraiment important d'être en mesure de déterminer l'espèce pour voir comment, en fonction de la manière dont il brise, il peut affecter ou il peut rendre le réseau plus ou moins vulnérable. Donc, on veut vraiment savoir dans ce qu'on fait, nous, où se trouve quelle espèce. Alors, le corridor qui est à définir, ça, c'est un corridor générique. Là. Les spécifications d'Hydro vont changer en fonction de l'urbain, du rural, de l'industriel
et de si c'est un arbre qui a poussé là naturellement ou si c'est un arbre décoratif. Mais nous, le template qu'on utilise, c'est à peu près ça. Là. Donc, tout ce qui est dans un rayon de 60 cm du conducteur ou dans un triangle jusqu'à 3 mètres de haut au-dessus du conducteur est une première priorité. Donc, ça peut causer une panne ou un bris important. Il faut essayer de ça rapidement. Le tunnel comme tel, 3 mètres en haut, 2,5 mètres en bas, 2 mètres de chaque côté, c'est généralement la zone qui devrait être dégagée après qu'un contacteur soit passé faire de l'abattage. Quand il a fait son travail, bien entendu, il a dû considérer les arbres qui sont à côté, comme l'arbre qu'on voit ici sur l'image, dont la cime pour accrocher le conducteur, bien entendu. Donc, ce qu'on veut, c'est fournir une donnée claire et précise sur le positionnement des espèces à l'intérieur de ces zones-là ou à l'extérieur, si ça peut affecter Yvan, les conducteurs. Yvan, excuse-moi de t'interrompre, mais on ne voit pas le bon écran. Il faudrait que tu switches d'écran. Là. Ah, t'es pas sérieux? Bouge pas. Stop sharing. C'est mieux comme ça? Oui, très bien, merci. Ouais, c'est parfait. C'est beau. Je m'excuse. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est notre boulot à nous, c'est vraiment de fournir le positionnement des individus qui pourraient causer du dommage sur le réseau à court et à moyen terme. Je vais reprendre mon écran. Okay. Donc, ce qu'on utilise pour faire ça, c'est un leader mobile. On ne fait pas ça par drone, ça coûterait beaucoup trop cher. Puis quand vous allez voir les images de là où on a fait les captures, ça pourrait devenir assez compliqué relativement rapidement. Donc, on utilise un leader mobile. L'unité que vous voyez là, c'est l'unité Leica. C'est en fait sensiblement le même principe que ce que vous allez retrouver sur un véhicule autonome. Ces unités-là sont plus précises que ce que vous avez présentement sur les véhicules autonomes, là, mais elles sont aussi plus spécialisées. On a GPS, bien entendu, images discrètes, images sphériques. Dans plusieurs, il va y avoir une vidéo 360 qui va être disponible pour bien référencer la capture. Et aussi, il va y avoir le lidar, bien entendu. Le lidar qui est pris à quelques centaines de milliers de points par seconde. Ce que ça donne comme données, c'est à peu près ça. Donc, en bas à gauche, vous avez les images sur 360 degrés. Il manque une caméra en passant, qui est la caméra qui pointe vers le haut, qui permet vraiment de faire une sphérique complète. Vous voyez le nuage de points lidar qui est à droite, qui a été colorisé. En fait, l'image sphérique est projetée sur le nuage de points pour donner du contexte. Ça permet de mieux s'orienter, mais par défaut, le nuage brut est blanc, noir et blanc, en fait, je devrais dire, à tous les niveaux. Le véhicule va rouler entre 30, dépendamment où il va rouler entre 30 et 50 km/h. Le lidar va être capturé en continu. Il va y avoir des images qui vont être capturées entre 15 et 25 mètres à toutes les fois. Il y a des enjeux de données. On en a parlé un petit peu tantôt. On est vraiment en mode où on voudrait avoir on voudrait être en mesure de distinguer chacun des individus avec un bon focus dans les meilleures conditions possibles. Nos forestiers ont quand même du mal, des fois, à identifier les espèces. Ce n'est pas différent de ce dont Jean-Daniel parlait tout à l'heure, même si c'est un peu plus près. La réalité terraine nous rattrape très, très, très rapidement. Les mélanges d'espèces en fonction de la zone bioclimatique, des couleurs d'automne rendent souvent facile à différencier les trois différents types de bouleaux ou un bouleau vis-à-vis versus un peuplier. Mais au printemps ou à l'été, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. En plus de ça, tu as des problèmes de capture d'image, bien entendu. On voit ici sur l'image du bas qu'on est surexposé du côté droit, on est sous-exposé du côté gauche. Faire une balance d'image ou normaliser cette image-là, ça peut devenir très, très, très compliqué. La densité de la végétation, quand on voit si le camion avance un petit peu plus loin, on va vraiment se ramasser avec la végétation qui est très, 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 très près des caméras. Alors, tu l'as vraiment sur le nez. Là. Ça devient assez difficile de les identifier. Dans le fond, il faut se rappeler que les images sont principalement utilisées pour apporter du contexte au nuage de points.
Puis encore une fois, là, les gens les contracteurs qu'on utilise pour faire ce type de capture-là sont plus habitués de faire de l'urbain pour du génie civil ou de la géomatique en milieu urbain. Puis des fois, on a des petits oublis opérationnels là, qui rendent l'apprentissage profond assez difficile. Là, la balance de blanc, autofocus, ça cause des enjeux en fait importants pour l'algorithme, qui aime bien tout ce qui a été vraiment bien normalisé. Il y a des enjeux de conformité aussi lorsqu'on assemble les images sphériques. Là, on en a parlé un petit peu ce matin, là, quand tu fais, ou en fait, c'est Étienne Clabeau, en fait, je pense qu'il va en parler dans un petit moment. L'image sphérique, en fait, c'est une mosaïque de toutes les images, de chacune des 6 caméras qu'il y a autour du camion. Puis des fois, il y a des régions qui sont un peu plus floues, là, qui nous causent des problèmes, en fait. En fait, moi, ça ne me cause pas de problème, ça cause des problèmes à l'algorithme. Alors, pour le choix de l'algorithme, en fait, en fonction de la nature en fait, de la donnée qu'on traite, on a clairement besoin de prendre un algorithme qui va gérer occlusion et recouvrement de manière assez efficace. On a vraiment focalisé la recherche sur la capacité de gérer ces deux trucs-là pour de la segmentation sémantique. Ce qu'on utilise, c'est la même famille d'algorithmes qui est utilisée pour les véhicules autonomes, MASC ou FastRCNN. Puis je vous dirais qu'à date, on a eu de pas pires résultats. Travailler avec des boîtes, pour nous, ça ne fonctionne pas. Des bounding box, là, on a vraiment besoin de classification sémantique. Puis là, ce que je voulais noter là-dessus, là, c'est que bon, des fois, tu attrapes des bouquets comme ici, où il y a plusieurs individus. Nous, on veut vraiment avoir on veut essayer vraiment de segmenter un individu unique, en fait, qui pourrait causer un problème sur le réseau. On voit que dans la confusion des images qu'on ramasse, là, ici, clairement, avec les fils par-dessus l'arbre, il l'a manqué. De notre point de vue, c'est normal. Là. Ça prendrait une quantité de données énorme, en fait, pour arriver à faire fonctionner ce type de segmentation. Donc, premier test, similaire à ce que Jean-Daniel a fait, on a fait conifère versus feuillu. Le procédé au complet, là, annotation, entraînement, classification, je vous dirais, ça fonctionne assez bien. En fait, comme dans d'autres applications d'intelligence artificielle d'apprentissage profond, ben, l'algorithme est en mesure d'identifier, de détecter en fait des trucs qu'on n'aurait pas vus au premier coup d'œil. Alors, tu vois une forme qui est sur le résultat de classification, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Alors, quand tu regardes l'image, l'original de peu plus près, tu te rends compte qu'effectivement, il y a un deuxième individu derrière ce premier-là qui apparaît dans l'image. C'est assez bien. Alors, une fois que ça a été opérationnel, on a dit, OK, ça fonctionne assez bien, on va essayer un deuxième test, qui était conifère versus feuillu, classification V2, en vert et en bleu. On a refait le processus au complet. En passant, la majorité des applications de gestion de points barres vont utiliser des images sphériques pour le guidage mobile pour faire la projection. La sphérique, de notre point de vue, en fait, permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble à tous les niveaux. Alors, si on prend ça et on renvoie ça dans un nuage de points, c'est ça que ça donne. Alors, on voit très bien le résultat. On voit aussi comment le leader travaille. S'il y avait un obstacle ici de la végétation plus basse un petit peu, il est carrément passé par-dessus pour aller chercher la cime du baumier qui est ici, qui est derrière. Et de la même manière, le véhicule qui était dans l'entrée ici a bloqué le lidar pour aller plus loin dans la cour. Mais en bout de ligne, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est à peu près 50 mètres de chaque côté de la route, du point de capture. Donc, ce bruit-là, dans le nuage de points, nous intéresse moins. Alors, on va clairement devoir faire du ménage. Alors, quand on a vu que ça fonctionnait assez bien, on a dit, écoute, on va plus ambitieux un petit peu. On va vraiment aller étiqueter chacune des 8 espèces qu'Hydro-Québec nous demande de repérer du long des lignes de transmission. Même truc. On commence par noter les individus, des espèces recherchées. On travaille simultanément, en fait, présentement, sur 2 jeux de données. Un à l'automne, qui fonctionne mieux à cause des différences de couleurs quand les feuilles tournent. Ils ne tournent pas tous en même temps. Donc, il y a certaines espèces qui sont plus faciles à reconnaître à l'automne.
à l'été, ça fonctionne aussi bien, mais on a besoin de plus de données pour être en mesure de bien discriminer. On manque en fait encore un peu de données pour accommoder la grande diversité qu'il y a dans, dans la végétation là, à tous les niveaux. Et quand on fait ça, on fait l'entraînement, puis on va projeter ça, bien, on retrouve maintenant nos 8 étiquettes. Elles sont dans la légende qui est en haut à gauche. En gros, c'est ça que ça donne. Ce que vous avez en blanc ici, ce sont des individus qui n'ont pas été, en fait, reconnus dans ce qu'on cherchait. Donc, c'est correct, techniquement, on n'en a pas besoin. On peut partir de cette carte-là pour faire une autre carte qui donne vraiment l'ensemble. Puis là, on voit bien les baumiers qu'on retrouve ici, là, sont effectivement ici, dans la capture initiale. C'est ça, il y a beaucoup de peupliers aussi dans ce coin-là. Là. On avait 4 zones d'études. On a travaillé à Mont-Laurier, qui est un endroit, en fait, on a travaillé à Mont-Laurier parce qu'à Mont-Laurier, on savait que entre 2 saisons de capture, il y allait avoir de l'abattage. Donc, on serait en mesure de valider aussi la qualité du travail. Donc, l'objectif, c'est non seulement de déterminer qu'est-ce qui est à risque, mais aussi d'aller valider que lorsqu'il y a un contrat qui a été donné à une compagnie pour faire de l'abattage ou d'élagage, que ça a bien été fait, que ça respecte les normes d'Hydro-Québec. On ramène tout ça sur une carte assez simple. Maintenant qu'on a l'information vraiment au niveau du positionnement, tout ça est géoréférencé, on est aussi en mesure d'avoir la hauteur. Alors, on est capable de déterminer exactement quelles espèces sont où, vis-à-vis la ligne de transmission. C'est un peu plus compliqué d'aller chercher les conducteurs. Les conducteurs à nu, en fait, pour le réseau de distribution, sont plus petits que pour les lignes de transport. Les images qu'on voit généralement de classification de nuages de points pour des applications LIDAR sont généralement des applications, des captures qui ont été faites sur des réseaux de transport où les conducteurs sont beaucoup plus gros et faciles à aller chercher. C'est vraiment beaucoup moins simple, en fait, d'aller chercher les mêmes conducteurs sur des réseaux de distribution. Ce n'est pas le résultat complet qu'on a là, mais ça nous permet quand même d'aller chercher une bonne image là, du risque pour le réseau, de faire une approximation, en fait, si on veut, de la vulnérabilité du réseau. Ça permet aussi une première phase de planification des travaux. Tu es capable de voir où vraiment il y a risque à plusieurs niveaux. Et comme je disais tout à l'heure, de revenir, une fois que les travaux ont été faits, de revenir et d'aller voir la qualité. On va parler un peu plus, on va revenir en fait sur le travail qui est fait par le groupe de recherche à l'IREC en utilisant l'application GeoPlus, l'application Vision LIDAR de GeoPlus. Eux, ils ont le même mode automatique de classification dont on a discuté précédemment dans la conférence de Mathieu. Vous, végétation haute, végétation basse, le sol, c'est déjà dans le logiciel. Ce qu'Hydro ont fait, c'est qu'ils ont développé, en fait, sur la base de la même technique que nous, on utilise, la capacité d'aller classifier de manière assez précise, en fait, tout ce qui appartient, tous les actifs du réseau de distribution, et voici ce que ça donne. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment fait le même exercice que nous. Ils ont pris des images, ils ont étiqueté des poteaux, des transformateurs, des disjoncteurs, des lampadaires, et ils sont capables de retourner de la conférence de Mathieu de ce matin, parce qu'on sait que, en fait, moi, je pense que pour la végétation, c'est impossible d'aller classifier directement dans le nuage de points. En fait, ce qu'on a vu à date, c'est trop difficile, là, ce serait trop coûteux en termes de temps de calcul et de temps homme de le faire. Mais pour aller chercher l'inventaire de ce qu'il y a sur le réseau, ben, je pense que c'est facilement réalisable. Ça, écoutez, Hydro en a besoin jusqu'à un certain point parce que il y a certaines portions du réseau qui sont déployées sur des poteaux qui ne leur appartiennent pas. Donc, ils n'ont pas l'inventaire ou le géoréférencement de ces poteaux-là. Alors, ça leur permet rapidement d'aller chercher, de se monter un inventaire puis de faire une bonne cartographie, en fait, des installations et du positionnement du réseau. Nous,
Ce qu'on veut, c'est à partir de ces données-là, d'être en mesure d'aller chercher le fameux tunnel dont on parlait tantôt, autour des conducteurs qui sont en haut. Une fois qu'on a ça, on est vraiment en mesure d'aller calculer le nombre de points, la densité de ces points-là et la présence de branches de plus de 2 cm. Pourquoi 2 cm? Parce qu'une branche de 2 cm, techniquement, va toucher le conducteur. C'est capable de faire un chemin de carbone pour faire un court-circuit. Bien, à 2 cm, le bout de la branche va brûler, elle va tomber par terre, puis ça va être la fin de cette histoire-là. Ils appellent ça de l'auto-élagage, qui se passe relativement bien. Sauf que si vous avez une branche qui a 5 cm, ce qu'on a vu tantôt, c'était des branches entre 5 et 10 cm. Puis ce qui s'est passé, ce n'est pas la branche qui s'est auto-élaguée. Carrément, il y a 2 fils qui se sont coupés, puis il y a un des 2 fils qui a coupé. Puis il faut que ce soit la branche qui a coupé. Fait que ça permettrait, en fait, on pense d'utiliser des réseaux annulaires ou peut-être Conv Point qui a été discuté ce matin là, pour aller voir. Là, c'est une piste qu'on va regarder par en avant. Il y a une kyrielle de beaux outils qui sont disponibles quand vous faites du LIDAR mobile. Ça, c'est une des applications web de GeoPlus, qui est Vision LIDAR 365, qui permet vraiment d'amalgamer la capture. Ce que vous voyez en noir et blanc, c'est le nuage de points non colorisés. Et ce que vous voyez en vert, c'est la segmentation qui a été faite à partir du nuage de points original. Donc, vous êtes en mesure de voir où votre segmentation se positionne par rapport au nuage de points original. Encore une fois, pour fin de validation. Est-ce que tu as besoin de faire du travail là? Et ou s'il y a du travail qui a été fait, est-ce que c'est bien fait? On peut utiliser le nuage de points autant que les images, les 6 images dont je parlais tout à l'heure, pour vraiment ramener tout ça dans un ensemble qui permet vraiment de travailler sur le terrain. Ça, c'est une application web. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui est mobile, qui est dans son camion, qui est capable d'aller chercher et de visualiser ces données-là. Qui permet, que ce soit le client ou le contracteur, vraiment de valider la qualité du travail qui a été effectué. En gros, bien qu'on n'ait pas terminé ce projet-là comme tel, écoutez, ça fonctionne. Il y a un enjeu d'intégration présentement là, où il y a plusieurs applications qui vont devoir être intégrées dans le pipeline de traitement de ces données-là. Mais par en avant, écoutez, il reste quelques bons outils spécialisés à développer. Il faut nécessairement augmenter la base de données là, parce que printemps, été, automne, hiver, ça ne fonctionne pas tout le temps. Il y a peut-être moyen, en fait, d'aller chercher des BD qu'on va intégrer où la capture d'hiver te permet d'avoir une meilleure idée où se situent les branches pendant la capture d'été. Et finalité qui va être probablement à beaucoup plus long terme, mais où nous, on risque de ne pas être impliqués, c'est l'intégration au système de TI, le système TI du client, là, qui permettrait la planification et l'adjudication de contrats pour l'abattage. Donc, en gros, écoutez, ça fait le tour un peu de ce qu'on fait dans le cadre de ce projet-là. Question? Non, merci Yvan. Qu'est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions pour Yvan? Ça va être super clair. Oui, Khalifa? Yvan, est-ce qu'il y a une densité de points idéale pour arriver à faire un travail comme ça, avec une précision intéressante? Écoute, Khalifa, il faut absolument être centimétrique. Des données aéroportées, c'est utile. On a essayé, on a un autre projet où on fait de l'inventaire forestier là, avec de l'aéroporté, avec les données en fait qui sont disponibles sur Données Québec et qui viennent du MFFP. Et on n'a vraiment pas assez de densité pour ça. Il faut trouver une branche d'1 pouce qui est en dedans 60 cm d'un conducteur qui est de la grosseur qui a peut-être qui n'a pas 1 cm de diamètre. Là. Alors, il faut vraiment une excellente précision de données. Puis, ce qu'on a vu aussi, c'est souvent la donnée de drone n'aura pas nécessairement non plus la qualité de précision qu'on recherche pour notre besoin. OK. Pourquoi? Parce que la donnée de drone, elle peut bouger beaucoup aussi, c'est ça? Oui. En fait, la donnée de drone est difficile à géoréférencer.
ce dont Étienne va parler un peu plus tard, là, en termes de montée des mosaïques qui sont cohérentes. Oui. Avec un drone, c'est vraiment pas simple. On travaille avec plusieurs manufacturiers qui travaillent sur des applications pour faire ces mosaïques-là. Je te dirais que quand on les utilise en agriculture, ça va somme toute assez bien. Mais le besoin de précision dans cette application-là spécifique est beaucoup plus élevé. Excellent. Merci beaucoup. C'est une belle présentation avec un sujet très passionnant. Merci. Merci, Khalifa. Oui, Jean-Daniel. J'ai une petite question, Yvan, que tout le long de ta présentation. Ça fait combien de données, tout ça? Puis ça prend combien de temps de traitement pour arriver à la finalité à peu près, là? Écoute. Parce que c'est un travail de fou, excusez-moi, là. Oui, tout à fait. En fait, c'est sur. On n'est pas prêt demain matin à faire ça sur. On n'est pas prêt à faire ça demain matin sur 15 000 km de réseau de distribution. Là, mais écoute, je te dirais, Jean-Daniel, je ne l'ai pas calculé, là, mais je pense qu'on a 6 employés qui ont tous des machines avec 4 GPU, 4 gros GPU courants, chacun chez eux, qui peuvent rouler à plein temps là-dessus. Plus, on a 2 gros serveurs qu'on loue chez un fournisseur, un host. Puis écoute, ça roule. C'est une bonne question. Ça roule-tu encore? Ou... Non, mais c'est... Ah oui, OK, mon Dieu, parce que c'est un gros défi. On déshumidifie et on chauffe un paquet d'appartements avec ces machines-là, Jean-Daniel. Moi, en fait, mon déshumidificateur, il est chez Michael. Mais si je peux me permettre, admettons, il y a la track test, elle a 2 km de long. Classifier les images, les segmenter, c'est 10-15 minutes, par exemple. Et après, projeter l'information, traiter le nuage de points. C'est sûr qu'on ne va pas au traitement jusqu'au poteau, parce que ce n'est pas notre tâche à nous chez Orama. Mais projeter l'information des arbres dans le nuage de points, c'est à peu près 10-15 minutes. Pour un 2 km de track. Pour le moment, c'est là qu'on en est. En fait, ça va bien tant qu'on s'en tient à ce kilomètre-là. Aussitôt qu'on dépasse, là, ça prend beaucoup de capacité de calcul. En fait, Mathieu Turgeon-Pelchat peut en témoigner avec le boulot qu'il fait dans son groupe de cartes. Puis on avait Étienne Lozier aussi qui avait une question. Oui, juste petite question. Je pense avoir peut-être manqué cette information-là durant la présentation. Est-ce que vous arrivez à détecter, justement, tu parlais d'une grosseur de branche, là, 2 cm versus 5 cm. Est-ce que vous arrivez à le détecter sur les données LIDAR, la taille des branches proches des conducteurs? On n'est pas encore rendu là. C'est un objectif. Okay. En fait, il y a des tiges qu'on voit relativement bien, mais au travers du feuillage, là, c'est très, très, très compliqué. Mm-hmm. D'accord, c'est ça ma question, merci. Oui. Excellent, merci beaucoup Yvan. Fait qu'on va passer à Michael maintenant, pour rester chez Orama. Michael, tu vas nous parler de l'automatisation de l'inventaire de l'usage du territoire par intelligence artificielle. Oui. C'est à toi. Merci Nicolas. Je ne suis pas familier avec la plateforme pour le partage d'écran. Tu vas voir une flèche en bas de ton écran au milieu qui devrait être blanche ou verte là. Écrit Share Screen. Puis après ça, tu vas sélectionner l'écran que tu veux partager. Vous savez que je ne le vois pas. OK, parfait. Désolé. Alors, merci tout le monde. Je trouve les présentations extrêmement intéressantes. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, tu peux passer en mode présentation là. Parfait. Yes, parfait. Merci beaucoup. Oui, c'est très enrichissant d'assister à vos présentations et c'est très inspirant aussi. J'imagine qu'on va pouvoir, juste avec les discussions de ce matin, améliorer nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait. Pour ma part, je vais vous présenter le projet que toute notre équipe a fait au courant de l'été et de l'automne 2020, qui est de faire un inventaire détaillé de l'utilisation du territoire à
apprentissage profond. Et au courant de ma présentation, je vais faire beaucoup d'emphase sur les enjeux et les difficultés reliées à la méthode. Pour situer tout le monde, c'est le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec qui demande au MRC et aux municipalités du Québec de produire un inventaire détaillé de ce qu'on retrouve sur leur territoire, et ce, à chaque 5 ans. Auparavant, les clients le faisaient par un travail humain, strictement humain. Et cette année, on est venu proposer de venir automatiser la tâche par l'apprentissage profond. Pour faire ce transfert-là, ça demandait beaucoup de discussions pour adapter le produit, parce que les attentes doivent changer. Mais au final, on trouve qu'on a réussi à obtenir la qualité nécessaire que les clients attendaient et à répondre aux normes du ministère. Pour situer tout le monde, Oroma avait déjà fait un projet semblable auparavant avec le groupe de gestion des catastrophes de Ressources naturelles Canada. C'était toutefois un projet qui était beaucoup plus simple, entre autres parce qu'il y avait juste 7 classes à segmenter, à classifier. L'emphase était mise sur le bâti humain et la surface était beaucoup moins grande. Alors, par rapport au projet actuel, c'était un niveau moindre de complexité. La donnée qu'on a utilisée, c'est un 7500 km² de territoire. C'est des images optiques aériennes prises par avion. En milieu rural, on avait un 20 cm de résolution. En milieu urbain, on avait accès à du 10 cm de résolution. Il y a des clients qui pouvaient nous fournir des données LIDAR, que le nuage de points possédait au moins une densité de points de 5 points par mètre carré. Et pour les clients qui ne pouvaient pas nous les fournir, on est allé les chercher sur le site du MFFP, qui avait une densité de points moindre. Souvent, la donnée était déjà rasterisée. On avait moins de contrôle sur comment la traiter. Mais toutefois, c'était quand même nécessaire pour la qualité de l'information que LIDAR apporte. C'était quand même nécessaire d'aller se la procurer. Et c'est des données, on n'a pas travaillé avec les nuages de points final, mais on est allé les rasteriser pour pouvoir les combiner avec les images optiques. Et pour construire notre base de données, qui, comme beaucoup de gens le savent ici, c'est le nerf de la guerre pour faire un bon apprentissage automatique. Notre équipe a dû étiqueter un 400 km² avec toutes les classes qu'on avait, que je vais vous présenter prochainement. Au final, on s'est retrouvé avec 2 modèles, un en milieu urbain et un en milieu rural, parce que les demandes étaient un petit peu différentes et les données étaient différentes aussi. Notre produit final, post-traitement inclus, on a une précision qui excède le 90%. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant à considérer à ce niveau-là, c'est que le traitement que nous, on va faire pour la surface d'un territoire pour un client, ça peut prendre l'espace d'une fin de semaine. Parce que les machines, eux, ils peuvent travailler jour et nuit, ils ne se fatiguent jamais, ils ne sont jamais distraits, ils n'ont jamais envie d'aller jouer dehors, ils n'ont jamais d'enfants malades. C'est super efficace. Après ça, on envoie ça à nos clients. Pour eux, ça leur demande un travail manuel de 5 à 10 jours pour valider l'information. Et ça, c'est en comparaison avec le travail qui est fait purement à main d'homme, que lui, ça pouvait s'étalonner sur plus que 10 semaines de temps. Fait, tant que notre précision est convenable, tant que notre produit est convenable, c'est un avantage immense en termes de coût et de temps. C'est pour ça que le produit demeure intéressant. Pour le reste de la présentation, je vais mettre l'emphase sur les enjeux et les difficultés. On a cru très intéressant pour votre groupe que ça allait susciter votre intérêt. Et j'ai divisé ça en 3 types distincts. Le premier, c'est à la source, les problèmes à la source des données.
puisque c'est des images aériennes prises par des lignes d'avion à des dates et à des heures différentes de capture, ça crée des différences au niveau de la radiométrie et au niveau de l'angle qu'on observe les objets. Quand on crée les mosaïques avec lesquelles on vient travailler par la suite, ça fait des aberrations. Comme dans les images que je vous montre, c'est complètement la cassure au niveau de la ligne électrique, une discontinuité. Parfois, c'est des aberrations au niveau de l'éclairage qui va subitement changer d'un pixel à l'autre. Et c'est des difficultés qu'il faut travailler avec et accepter l'erreur qui va être inhérente à la donnée. Il y a aussi parfois, quand on travaille avec deux sources différentes, comme les couleurs et les lidars, la superposition, même si leur géoréférencement est bon, la superposition exacte n'est pas adéquate. C'est un petit peu comme regarder un objet de l'œil gauche et de l'œil droit, parce qu'ils ont été près des yeux à des angles différents. Ça me donne une impression que l'objet est décalé d'une image à l'autre ou d'un type de données à l'autre. Un autre type de difficulté qu'on a rencontré, que je vais élaborer beaucoup plus, c'est au niveau du choix des classes. Nos clients ont des besoins qui est des exigences qu'il faut remplir, mais nous, avec l'apprentissage profond, on a des limitations et ça demandait beaucoup de discussions pour réussir à trouver des classes qui allaient être un équilibre entre besoins et limitations. Juste pour vous donner un exemple, quand que nos clients faisaient le travail manuellement dans les derniers inventaires, ils pouvaient faire une classe zone résidentielle qui allait comprendre la maison, la cour asphaltée, la pelouse, la piscine, les arbres et etc. Parce que pour nous, ces objets-là, il faut que ce soit des classes distinctes les unes des autres. Il faut absolument que la signature spectrale d'une classe soit unique. Alors, on a réussi à trouver des beaux compromis, mais comme que je vais vous montrer, ça demeure encore une tâche complexe et il peut y avoir beaucoup de confusion entre les classes. Comme dans cet exemple-ci, nous avons les pâturages et les champs de culture. Pour nous, quand on a regardé les images et qu'on voulait étiqueter ce qu'on voyait sur le territoire, ça demeurait difficile de les distinguer. Pour savoir si le champ c'est un pâturage, des fois, le seul élément qu'on avait, c'était le seul indice qu'on avait, c'était les mangeoires autour de la ferme ou le troupeau sur le bord de la ferme. Mais pour notre apprentissage, on ne peut pas attendre de lui demander de faire ce type de déduction, surtout sur l'ensemble d'un champ au complet. Et quand on avait demandé à nos amis agronomes s'il n'y avait pas des indices particuliers qui pourraient nous aider, des indices sur le terrain, eux-mêmes ont dit que ça dépend juste si le cultivateur mis ça en pâturage ou en champ de culture. Et on ne peut pas déduire l'intention des cultivateurs visuellement. On a quand même toutefois réussi à trouver un certain terrain d'entente, mais c'est une combinaison de classes qui a été difficile à distinguer initialement, qui a demandé beaucoup d'efforts. Et au même niveau, le terrain qu'on voit ici, qui est clairement une piste d'athlétisme, toute la zone en verdure, c'est pour nous facile à déduire que ça appartient à la classe gazon, que c'est un milieu, une zone perméable. Mais notre algorithme, lui, avait reconnu un champ de culture à l'intérieur de ça. Pour nous, c'est vraiment évident parce qu'à cause de la piste d'athlétisme, on sait que ça appartient, que c'est une zone de gazon. Mais au niveau spectral, au niveau de l'information contenue dans l'image, on considère que c'est une limitation naturelle à notre apprentissage profond qui va avoir beaucoup de difficultés à faire la distinction. Encore dans les confusions entre les classes, comme type d'erreur, c'est les classes qui sont parfois invisibles dans l'image. Pour les milieux humides, quand il est à découvert, on a quand même un très beau taux de réussite. Par contre, quand le milieu humide est dans la forêt, en dessous de la canopée, il n'y a aucun visuel possible, il n'y a aucune information possible pour nous pour distinguer et identifier qu'il y a un milieu humide à cet endroit-là. Et au niveau des bandes riveraines,
puisque c'est des arbres, c'est du gazon, c'est tout ça, on ne peut pas avoir une classe bande riveraine automatisée. On est capable, oui, de déduire qu'il existe une bande riveraine puisqu'on est capable de bien découper les rivières. Mais au moment qu'on nous demande de donner un indice de qualité, on ne possède pas cette information-là, donc on ne peut pas demander à l'apprentissage profond d'amener ce niveau de détail-là. Une autre difficulté au niveau des classes, c'est la distinction entre de l'eau et des zones ombragées. On n'a pas une classe ombre, mais les stationnements sur les routes, souvent l'ombre apparaît. Et au niveau spectral, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'eau. Et c'est une confusion qui peut souvent apparaître. C'est un problème que je sais qu'il existait déjà avec la classification automatique de façon plus simple avec les plus proches voisins, mais ça demeure encore quelque chose qui va apparaître avec l'apprentissage profond. Et de manière inverse, parfois, on a un petit stationnement qui peut apparaître dans un grand lac. Ça fait partie des détails qu'il faut apprendre à vivre avec. Dans la même ordre d'idée, lorsqu'on veut découper une route de façon continue, lorsque la route est complètement à découverte, ça va bien. Mais lorsque la route possède une partie ombragée, il peut y avoir une confusion avec la classe d'eau, encore une fois. Ou si les arbres viennent recouvrir la route, ça va être la classe forêt qui va être répertoriée. C'est quelque chose qu'on a assez traité. Par exemple, au niveau des données d'entraînement, quand on a fait notre classe route, on a voulu inclure toute cette diversité-là. Mais malgré tout, malgré la multitude de données qu'on a sur les routes au niveau de l'entraînement, au niveau de la classification, ça apparaît encore cette difficulté. Le troisième type d'enjeu, c'est par le fait que l'algorithme va venir regarder pixel par pixel. Oui, il va regarder en différentes fenêtres de différentes grosseurs qu'est-ce qu'il y a alentour de ce pixel-là pour après ça le classifier. Mais ça revient quand même à l'équivalent de regarder un vaste panorama pour un être humain au travers le trou d'un papier de toilette, d'un rouleau de papier de toilette. C'est une tâche qui n'est pas évidente à réaliser. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a voulu illustrer? C'est deux types d'erreurs. Entre autres, les objets ne sont pas toujours découpés adéquatement. On regarde la fosse à Purin ici. Oui, 90% du temps, elle a fait partie de la classe qui lui appartenait, mais il y a eu des problèmes sur certains côtés à bien la délimiter. Et l'autre type d'erreur qu'on peut voir plus sur l'image à droite, c'est l'apparition de plusieurs petits artefacts. Il y a un niveau de détail trop élevé que notre algorithme va faire et qui est complètement inutile, surtout pour le travail à grande échelle qu'on veut faire. Ce type d'erreur-là, par exemple, il est plutôt facile à régler. On peut faire un post-traitement qui va venir simplifier retirer tous les trop petits polygones, les fusionner avec des polygones plus importants autour. À vol d'une façon panoramique, ça donne une belle amélioration. Par contre, encore une fois, quand on regarde le détail précis, on n'arrive pas il y a encore des difficultés à bien distinguer les objets, à bien distinguer la forme des objets qui peut survenir. Donc, on a besoin d'un petit peu plus d'aide, un petit peu plus de travail pour résoudre cet enjeu-là. Au début, on travaillait juste avec les images RGB. Alors, quand on est venu ajouter les couches d'information LIDAR, on a pu voir la grande amélioration. Le LIDAR qui apporte l'information sur la hauteur par rapport au sol des objets observés. Ça apporte aussi une information sur la texture. On peut le voir, entre autres, entre la texture de la forêt ou des plantations. C'est le jour et la nuit quand on ajoute la donnée LIDAR au travers de ça. Au niveau de la délimitation, la segmentation précise des formes des objets,
Le LIDAR il est assez performant aussi pour améliorer notre donnée lorsque c'est les arêtes de la forme géométrique. Mais quand il est sur des grandes surfaces à découvert, comme les stationnements ou les grands toits de centres d'achat, ce n'est pas le LIDAR qui va amener la meilleure contribution pour faire la segmentation la plus précise possible. C'est à ce niveau-là qu'on pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire au niveau des modèles d'apprentissage profond qu'on utilise. Il y a beaucoup de solutions que tous les conférenciers ont présentées aujourd'hui. De notre part, évidemment, on va continuer dans les prochains projets à ajouter des échantillons. Parce que c'est assez frappant comment ajouter un certain nombre d'échantillons va avoir une répercussion directe par la suite au niveau des résultats, l'amélioration des résultats. Mais encore, autre que par les échantillons, ce serait très intéressant d'ajouter d'autres types de données, comme mentionné par Samuel ce matin. En télédétection, on a accès à une grande diversité de données différentes. Une qui nous intéresserait, qu'on serait très curieux d'essayer, ce serait des données radar, parce que la logique, la physique de la télédétection est très différente du LIDAR et des images couleurs. Ce serait un des candidats qu'on est curieux d'essayer. Mais encore, pour travailler plus au niveau du modèle même qu'on utilise, on voudrait essayer des réseaux dédiés. Ça veut dire, à la place d'avoir un réseau qui essaie de classifier ou de segmenter les 18 classes en même temps, ce serait d'avoir un réseau spécialisé pour faire des belles routes continues ou un réseau spécialisé à faire des beaux bâtiments droits, rectangulaires, etc. Et le produit de tous ces réseaux-là, on le combinerait pour avoir un résultat final. Et une autre solution qu'on avait envisagé d'essayer, ce serait l'utilisation des GAN, que d'autres conférenciers ont parlé ce matin. On croit que le GAN va venir forcer l'information, entre autres l'information sur la forme géométrique qu'il voit dans ces données d'entraînement, mais de venir forcer cette information-là dans les classifications, entre autres au niveau des bâtiments, les rampes rectangulaires. On pense qu'il y aurait de l'espoir à ce niveau-là. Mais évidemment, on reste à l'affût de toutes les avancées qui se font dans le domaine. C'est un domaine qui se développe à très grande vitesse. Et nos autres collègues sont toujours, nous arrivent toujours avec des surprises par-ci par-là. Puis des fois, on part dans des nouveaux développements sur nos projets. Au final, malgré toutes les difficultés, on a réussi à trouver des solutions. Certains, on a juste accepté que notre produit n'aura jamais une précision à 100%. C'était d'ailleurs entendu avec nos clients qui, eux, ont été très satisfaits du produit final. Le plus important aussi, c'est de répondre aux exigences du ministère, chose que notre produit fait. Alors, avec l'expertise qu'on a développée, on va être prêt à continuer dans des nouveaux projets au niveau de l'inventaire, de l'utilisation du territoire. Merci de votre écoute et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Michael. Est-ce qu'on a des questions sur la présentation de Michael? Allô, oui, mais je ne trouve pas où est-ce qu'on lève la main. En bas de ton écran, en théorie. Ben ouais, je vois participant, Q1, ok. Bon, en tout cas. Bon. On dû à parler, fait que... Ouais, t'as vu. Salut Étienne. Salut Étienne. En fait, je savais que tu allais me poser une question. C'était juste une feinte, c'est comme pour prendre la parole, en fait. Super. Ok, Michael, merci pour la présentation, c'était bon ça. Je travaille sur des choses qui ressemblent et j'étais juste curieux pour le style de présentation. Je me demandais pourquoi vous utilisez comme des genres de polylignes pour séparer les différentes plages au lieu de mettre des couleurs pour qu'on associe tout de suite la thématique de l'objet avec le côté sémantique. Que là, il y a des lignes, puis comme là, par exemple, là, on voit bien qu'en rouge, il y a les maisons, puis qu'en vert, c'est les piscines. Mais tu sais, quand tout est entouré de rouge, là, comme ça, je me suis demandé qu'est-ce que vous vouliez comme signifier comme information particulière en faisant ce type de présentation pour la segmentation?
Ici, on n'a pas voulu présenter l'information sur les classes, mais juste parce que je venais de parler beaucoup dans les dernières slides de la délimitation des formes. Et c'était pour mettre l'emphase sur la délimitation des formes malgré le contenu qu'il y avait à l'intérieur des polygones, tout simplement. OK. Mais évidemment, en montant la présentation, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons puis, pour un projet qui contient autant d'éléments vastes parce que il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder avec ce sujet, avec ce domaine-là, avec ce projet-là qu'on a fait. Et c'est un choix assez restreint qu'on a fait. OK. Et si j'ai le droit juste à une vite fait, puisqu'on est devant sur la slide, là, au niveau de la segmentation des maisons, je suis assez impressionné par le résultat pour le suivi des contours, parce que les prédictions en segmentation sémantique, c'est souvent ça a tendance à faire un peu des blobs là, sur les angles. Puis je suis surpris que ça soit si droit que ça. Je me demandais quel genre de post-traitement vous aviez fait si vous n'aviez pas déjà attaqué les GANs. Étienne, ça c'était ma conclusion. En fait, je pourrais préciser que c'est l'objectif final qu'on veut atteindre. À la classification, on va plus obtenir cette forme-là. Mettons, si on regarde les granges. OK, ça c'est plus comme le truc que j'avais en tête. OK, c'est bon. Ouais. C'est plus clair. OK, c'est parfait, merci. Parfait. Mais admettons, si on prend la grange qu'on retrouve en bas, elle a été segmentée en 3 morceaux. Au niveau du post-traitement, on va être capable de la combiner, mais après ça, la forme géométrique, là-dessus, on peut dire qu'elle est quand même assez convenable. OK. Ben, je te remercie et puis j'espère à bientôt. Oui, à bientôt. Ouais. Effectivement. C'est Étienne. Puis on a une autre question de Alain. Alain? Oui, c'est ça, j'ai cherché le micro. Oui, bonjour Michael, merci pour ton excellente présentation. Juste une suggestion, mais je suis sûr que tu as déjà pensé, pour séparer les cultures des pâturages, il suffit d'avoir du multidate. Et là, tu vois tout de suite que ce qui était vert un temps est marron une autre date. Donc, quand tu disais qu'il faut rajouter des données comme les données radar, mais avant ça, peut-être juste des multidates avec le même principe et donc intégrés de la même façon pour pouvoir te résoudre pas mal de problèmes. Aussi, les ombres, elles bougent multidates. L'eau, elle reste fixe, je ne suis pas sûr. Ça, mais... Ah bon, c'est juste Ben, c'est une super bonne contribution. Une super bonne idée, une super bonne proposition. Les images qu'on a, on avait accès aux données de 2013. Ça, c'est vraiment une zone a été scannée une fois par avion et on a eu accès aux données de 2018. Ça veut dire que c'était quand même assez limité. Si ça serait des images satellitaires, là, on perdrait de la résolution. On n'aurait pas notre 10 ou 20 cm, mais là, on pourrait avoir du multidate. Mais dans ce contexte-là, je ne saurais pas où procurer des données plus fréquentes que ça. Je pense qu'avec une sentinelle gratuite, tu arriverais à voir, enfin, peut-être pas dans les champs, mais je ne sais pas. Effectivement, il y a peut-être une histoire de coût là-dedans. Ouais. Très bien. Merci. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Puis, merci, Alain. Content que tu aies posé une question. Pierre-Marc, tu avais une question? Oui. Super belle présentation, c'est vraiment le fun. Puis, je me demandais juste, parce que c'est un problème que je vois qui est quand même récurrent, comme l'eau qui détecte au milieu d'une route, par exemple. Y a-t-il des techniques qui existent? Parce que c'est très contextuel. J'ai déjà travaillé dans la détection de défauts automatiques avant l'intelligence artificielle, bien sûr. Fait que c'est complètement différent, mais le concept est le même que il y a des trucs que visuellement, ça ressemble, ou c'est pareil, on pourrait dire même que c'est visuellement pareil. C'est juste que contextuellement, pour un humain, c'est facile de dire que c'est la continuité de la route parce qu'il sait. Est-ce qu'il y a des techniques équivalentes qui pourraient être utilisées? Ou... À l'interne, on a trouvé une technique qui a réussi à bien solutionner notre problème. Toutefois, cela, je vais me garder une petite réserve de le partager. Ça, c'est un peu l'équivalent de partager le secret de la potion magique. Puis, je suis vraiment désolé de faire ça, mais je serais vraiment... Nous, c'est un projet qu'on a fait sur 6 mois. On avait un budget et un temps restreint. Je suis sûr qu'en fouillant un petit peu plus dans la littérature scientifique, on serait capable d'obtenir quelque chose qui serait plus direct, parce que là, notre solution, c'est au post-traitement. On serait capable d'avoir quelque chose qui serait plus
directement dans l'apprentissage profond. Par référence, OK. J'aurais espoir d'aller fouiller dans la littérature pour ça. Cool. Merci. Merci Pierre-Marc. Puis Saïd, tu avais une question? Oui, s'il vous plaît, merci pour la présentation, c'était assez intéressant. J'ai juste une question ou peut-être commentaire. Avez-vous testé les approches comme OBIA, analyse à base d'objets? Parce qu'avec ce genre d'images très haute résolution, on a plusieurs pixels qui représentent un objet géographique. Donc, peut-être ce genre d'approche en combinant avec les approches apprentissage automatique comme forêt aléatoire, ça donne des résultats plus intéressants que juste à base de pixels avec l'apprentissage profond. Pour ce projet-là, encore une fois, c'est vraiment une question de temps, temps et argent. On s'est limité à utiliser, on s'est concentré sur un réseau, on est allé faire tout l'étiquetage. Un élément qui était à considérer, c'est que quand on est embarqué dans le projet, on s'est dit qu'on allait bénéficier de la base de données qui a été faite en 2013 par nos clients. Mais là, quand on a vu leur classe, on s'est dit qu'on ne peut pas utiliser ça parce qu'il allait y avoir bien trop de confusion. Il a fallu qu'on prenne énormément de temps à construire notre propre base de données, qui est quand même le nerf de la guerre. On n'a pas, oui, une fois qu'on avait une certaine base de données d'entraînement, on a fait un choix de réseau et on a fait les tests pour essayer d'optimiser ce réseau-là. Mais après ça, d'aller étudier différentes techniques, tout ça, on n'a pas le temps d'aller plus loin que ça. Mais évidemment, à faire un prochain projet, on irait immédiatement étudier des nouvelles avenues pour le faire. Mais merci de la proposition. Super. Bon, ben, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller se faire une petite pause, puis on reviendra à 3h30 avec la deuxième présentation de Samuel. À tantôt.